Merci Jean-François, on est de retour dans la zone. Country Rock avec nul autre que Pierre-Paul Bézil de Lacasse et Associés. Et encore une fois, on va faire le tour du monde des finances un tout petit peu. On va vous donner des recommandations qui sont fort intéressantes pour vos finances, surtout dans cette période critique où on parle d'impôts. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour René. Hey Pierre-Paul, encore une fois, on revient sur... On a commencé à aborder un petit peu le sujet la semaine dernière, mais on va parler là, entre autres de dettes d'impôts, les gens qui ont de la misère à rencontrer leurs obligations face au gouvernement. Il y en a quelques-uns aussi, puis c'est des dettes particulières. Il faut s'en occuper, il faut les gestionner, ces dettes-là, c'est important. Oui, ben il faut, en fait, c'est à la base, les gens qui sont salariés à un seul endroit, habituellement, les gens n'ont pas tellement de dû d'impôt, parce que les prélèvements à la source de l'employeur devraient arriver à peu près au bon montant. Là, des fois, on a un petit remboursement, des fois, on a un petit solde, mais c'est quand même pas trop différent. Le problème arrive quand soit les gens ont plusieurs emplois ou qui ont des dividendes, des placements, une entreprise dans laquelle ils ne sont pas payés nécessairement seulement en salaire. Fait que là, des fois, ça crée des débalancements, puis là, on peut avoir des dus importants d'impôts, puis il y a beaucoup de professionnels aussi qui fonctionnent avec des compagnies ou donc c'est beaucoup ces gens-là qui sont visés par les discussions d'impôts, mais ça peut être toutes sortes de situations dans la vie qui fait que finalement, il y a une révision d'impôts puis on doit de l'argent. Fait que le but aujourd'hui, c'est d'expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi les étapes? Évidemment, si on a l'argent pour les payer, on les paye puis on vient de régler le problème. On parlera pas de ce cas simple-là, mais advenant le cas où on n'a pas la capacité, ben comment on procède là? C'est une question extrêmement pertinente. Bon, OK, on reçoit une facture du gouvernement, on nous dit, ben là, tes impôts, ça va être 40 000 $ cette année. Puis ça, il y en a qui voient passer ça, là. On fait quoi pour gérer ça, là? C'est un montant important. L'argent est peut-être pas dans le compte de banque. Puis du côté du ministère, on nous appelle puis on nous met de la pression. C'est certain que si normalement, si on a ce genre de solde d'impôt-là à payer, on l'a vu venir. Si on l'a pas vu venir, ben là, il faut se questionner sur pourquoi on l'a pas vu venir, puis qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans les salaires qu'on avait et tout ça. Donc, idéalement, on l'a vu venir, et des fois, même quand on le voit venir, ben, on n'a pas la capacité de mettre l'argent de côté parce que, exemple, une entreprise en démarrage, ou exemple, on a mal planifié ses choses, il est arrivé des imprévus, toutes sortes de choses. Bref, si on se ramasse avec un dû d'impôt puis qu'on n'est pas capable de régler, la première chose à faire, c'est de ne pas se cacher du gouvernement parce que ça va empirer les choses. Si on attend après le gouvernement que le gouvernement nous contacte, ben automatiquement, on part avec une prise. Okay? Parce que s'ils ont besoin de nous courir après, ils vont être habituellement moins sympathiques dans l'attitude qu'ils vont nous donner. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de comprendre que typiquement, plus le montant est petit, plus le gouvernement va tendance à vouloir faire des ententes sur un an pour rembourser ces sommes-là. Ces ententes-là peuvent aller jusqu'à 5 ans dans certains contextes, si le montant est plus élevé ou si on démontre de la bonne foi puis de l'incapacité de régler sur une courte période, puis aussi qu'on démontre que l'année prochaine, on a pris les mesures pour pas qu'il y ait un dû d'impôt important, soit par le biais d'acompte provisionnel qu'on va faire ou différentes autres choses. Donc, une entente va se durer typiquement soit un an, soit un maximum de 5 ans. Et cette entente-là, ce qui est super important, c'est que si on la prend, il faut être en mesure de la respecter. Ne jamais prendre une entente avec le gouvernement en disant je verrai, je vais essayer, je vais faire mon mieux. Non, ça ne marche pas. Il faut avoir un plan, il faut se faire un budget, il faut être certain que l'entente qu'on prend en termes de paiement par mois, on va être capable de la respecter. Si on n'est pas capable de la respecter parce que l'entente qu'ils veulent et le montant que vous êtes capable de payer, on se rend pas, on n'est pas capable, c'est des choses qu'on voit, là, il faut absolument venir me voir pour qu'on puisse faire une planification, on va dire un petit peu plus aiguisée sur, OK, y a-t-il des choses à changer dans le budget pour être capable? Est-ce qu'il y a d'autres stratégies possibles? Parce que il faut jamais oublier que la dette d'impôt, quand on sort de la vie normale puis qu'on utilise la loi, c'est-à-dire qu'on utilise soit la faillite, soit la proposition de consommateur, soit la proposition concordataire, les différents types de redressement possibles, la dette d'impôt, c'est une dette comme une autre. Donc, comme une carte de crédit, elle n'a pas de statut particulier, malgré ce que plusieurs gens pensent encore. Donc, elle a un statut particulier avant que nous, on arrive, mais quand nous, on arrive, il n'y en a plus de statut particulier. Donc, si le gouvernement a procédé à des saisies de salaire, on va les suspendre. Si le gouvernement a gelé des comptes de banque, on va les dégeler. Je dis pas qu'il n'y a pas de conséquences là, à partir du moment où on arrive dans le portrait, mais ça, il faut l'évaluer avec la personne. Donc, prendre une entente, être en mesure de la respecter. Si on n'est pas capable de faire ça,
ben il faut absolument venir me voir pour qu'on puisse regarder, OK, c'est quoi le genre d'entente qui est possible. Puis nous, quand on l'appelle le gouvernement, habituellement, ils sont toujours très contents de nous parler parce qu'ils voient que, OK, la personne s'est pris en main, puis on est capable de faire un règlement, puis ce genre d'entente-là, on le fait. Puis moi, quand les gens arrivent dans mon bureau, puis l'entente n'est pas possible, puis je vais leur dire d'avance, il n'y a pas de cachette parce qu'on les connaît leurs règles. Et il faut se rappeler aussi que chaque employé du gouvernement est différent. Donc, c'est pas parce que quelqu'un que vous connaissez était capable de faire une entente X que vous allez être capable de faire la même entente. Ça dépend de votre situation. Ça dépend sur quel employé on tombe. On a beau dire qu'ils veulent s'uniformiser, là, c'est c'est pas uniforme du tout, je peux vous le confirmer. Ça va dépendre beaucoup du tempérament avec qui on négocie. Ah, c'est toute une aventure d'arriver et de dire, ben là, moi, j'ai des dettes d'impôt, et puis avec mes dettes d'impôt, il faut que je fasse une répartition. Parce que s'il y a des dettes d'impôt, on peut penser qu'il y a d'autres choses à côté qui accrochent, là. Ben, souvent, oui. Des fois, non. Puis, l'autre affaire qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a de l'intérêt là-dessus. Hein. Fait que même si on fait une entente sur, on va dire même sur 5 ans, hey, c'est le fun, le paiement par mois n'est pas trop élevé, je suis capable de le faire, je fais une entente sur 5 ans, ben, on va avoir de l'intérêt et le gouvernement sont, je vais dire, pas très bons pour calculer cet intérêt-là d'avance. Donc, habituellement, quand on arrive à la fin de l'entente, on a beau s'être fait dire que oui, ça va être beau à la fin de l'entente. Habituellement, il va y avoir un autre montant d'intérêt qui s'est rajouté. Il va y avoir des frais de gestion de dossier. Il va y avoir plein d'affaires. Fait que on s'en sort pas nécessairement avec l'entente initiale. Ça va m'arriver souvent que les gens vont me dire, ben là, j'ai pris une entente avec le gouvernement sur un an. Je suis arrivé à la fin de l'année. Ils m'ont rechargé le tiers de l'entente encore en intérêt, puis en pénalité, puis ce genre de choses-là, malheureusement, arrive. Fait que il faut être clair, prendre en note à qui on parle, prendre en note c'est quoi l'entente qu'on a pris, s'assurer que s'ils nous ont dit que c'était final après ça, ben se le noter, parce que malheureusement, je vois ça souvent que il y a des ententes, puis après ça, on arrive à la fin, puis il y a un autre montant qui est rajouté. Là. Mais là, si on note que c'est final, puis si l'intervenant du gouvernement nous dit c'est final, ils ne sont pas supposés de revenir avec de l'intérêt. Là. Ils sont supposés d'avoir tout calculé, les frais et ces choses-là dans l'entente, normalement. En tout cas, c'est ce dont on pourrait s'attendre. Tout à fait, c'est ce qu'on peut s'attendre, mais dans la vraie vie, ça se passe pas toujours comme ça, parce qu'ils font des erreurs dans les calculs, parce qu'ils n'ont pas tenu compte de certains autres départements, parce qu'ils n'ont pas tenu compte de une dette qu'ils ont pensé qui a été appliquée, mais qui ne l'est pas. C'est très gros comme machine, puis de l'information qui est cloisonnée avec toutes sortes de choses qui est en ligne de compte. Puis évidemment que si malgré le fait qu'on a ces ententes-là, ben des fois le gouvernement va aussi se compenser avec toutes sortes de crédits. Là, il va pouvoir garder, exemple, notre crédit de solidarité, il va pouvoir garder certains autres crédits qu'on aurait droit. Fait que il faut s'assurer qu'on tient compte de tout ça dans la discussion puis dans l'entente avec le gouvernement. C'est vraiment important. Et quand on met de la crypto-monnaie dans le décor avec ça, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est un autre sujet qu'on voulait parler. C'est un sujet différent de l'impôt, quoique il y a un point commun avec l'impôt que les gens oublient des fois, parce qu'avec la crypto, on en parle de temps en temps, il y a des gens qui font des gains là-dessus. Il y a des gens qui ne vont pas s'imposer sur la crypto, qui vont pas parce que ça demeure qu'exemple, si on achète une crypto-monnaie, peu importe, à 100$, puis on la revend à 200$, ben on a fait un 100$ de gain. Ce gain-là, ben typiquement, c'est du gain en capital. Mais et du gain en capital, c'est imposable là, à 50% pour la majorité des gens. Quand on est en gain en capital, c'est une chose, mais il y a des gens qui c'est ça leur job, hein. Ils vont transiger, ils n'ont pas nécessairement de salaire, c'est transiger la crypto-monnaie. Ben là, ça devient du revenu d'entreprise imposable à 100%. Donc, il faut faire attention. Il y a des gens qui se sont fait prendre avec ça, soit parce qu'ils ne déclaraient pas du tout leur gain, chose qui, à un moment donné, peut réussir à se faire voir, parce qu'il y a quand même des transactions il y a de l'argent qui sort d'un compte de banque, de l'argent qui rentre. Fait que si on n'est pas capable de prouver nos gains, des fois, le gouvernement va même les présumer. Donc, là, il faut se défendre. Ça, c'est un paquet de troubles. Donc, normalement, il faut s'imposer sur ces gains-là, par gain capital. Et si c'est notre revenu d'entreprise, que c'est notre gagne-pain, ce gain-là qu'on fait, ben ça devient du revenu d'entreprise. Donc, c'est pas le même taux d'impôt. Fait qu'il faut être vigilant avec ça, en parler avec son comptable pour être sûr qu'on fait la bonne chose. Mais un autre point que je voulais parler sur la crypto, c'est plus des conseils généraux là, de comment gérer ça, parce que j'en vois malheureusement encore beaucoup dans mon bureau, des gens qui se font prendre dans différents stratagèmes. Des fois, c'est carrément de la fraude, là, des gens qui se font approcher pour acheter une crypto, puis là, on va faire de l'argent rapide, on va faire ci, on va faire ça. Il y a beaucoup de fraudes comme ça, des gens qui ont perdu des dizaines, des centaines de milliers de dollars. J'ai même des clients que ça l'a dépassé le million. Donc,
on parle de fraude là, très, avec des gens très compétents, avec des contrats, avec toutes sortes de choses. Et ça se passe typiquement dans d'autres pays, évidemment. Donc ça, c'est un problème. Mais oublions la fraude de 2 minutes. Ça reste que d'investir dans la crypto. La base, c'est qu'il faut bien connaître, se renseigner sur c'est quoi les plateformes, c'est quoi le type de crypto qu'on achète. Est-ce qu'on comprend un petit peu ça marche comment, le blockchain? Est-ce qu'on comprend que chaque crypto a ses propres règles, ses processus de création puis de gestion interne? Donc, la plupart des gens qui mettent de l'argent en crypto ne comprennent pas ça. Fait que moi, si vous ne comprenez pas ce dans quoi vous investissez pas là-dedans, c'est pas une bonne idée. Il y a d'autres gens qui vont faire de l'argent parce qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Donc, il faut se renseigner beaucoup avant d'être capable de dire OK, oui, je comprends. Parce qu'il y en a qui vont juste regarder les tableaux puis ils vont essayer de deviner les hausses et les baisses puis de faire ce qu'on appelle du day trading. Ça, typiquement, les gens perdent beaucoup d'argent avec ça. C'est une infime partie de la population qui va réussir à faire de l'argent avec ça. Et ceux qui réussissent, d'une part, souvent vont se vendre beaucoup plus de leurs gains que de leurs pertes. Ça, c'est un phénomène humain assez standard. Donc, c'est dur de savoir la vérité sur est-ce que la personne a vraiment fait de l'argent avec ça. Et les gens qui en ont vraiment fait de l'argent avec ça, ça demeure peu de gens. Ça demeure peu de gens, encore moins. Il y a encore moins de gens qui font de l'argent avec ça que de gens qui font de l'argent avec des placements traditionnels. Et ça prend beaucoup de connaissances de comment ça marche, ça prend beaucoup de travail et énormément de gestion des émotions, chose que la très grande majorité des gens ne sont pas capables de faire, c'est-à-dire voir son portefeuille fondre de 80% en 2 jours. La majorité des gens ne sont pas capables de gérer ça. Et il y en a qui sont capables de gérer ça parce qu'ils comprennent le produit puis ils savent que ce produit-là va bien aller. Et entre ce qu'ils savent et ce qui se passe, des fois, il y a un écart, mais il y en a qui sont capables de tirer leur épingle du jeu là-dedans. C'est juste que ça prend énormément, ça prend des connaissances, ça prend de la gestion de ses émotions, puis c'est le gros point, c'est ça. C'est là-dessus que les gens perdent leur argent habituellement, ils paniquent, puis ils sortent leur argent, puis ils encaissent leur perte. Et il faut être capable de gérer cette fluctuation-là, puis de ne pas avoir besoin de cet argent-là demain matin, parce que si ça fluctue, puis il faut la retirer, on risque de perdre beaucoup. Et de séparer aussi le fameux Bitcoin, qui est une crypto-monnaie, toutes les crypto-monnaies ne sont pas des Bitcoins. Donc, Bitcoin, c'est la plus connue, la plus étendue, puis la plus, on va dire, la plus backée partout. Il y a plusieurs personnes qui l'ont étudié sur comment ça fonctionne, mais il y en a plein d'autres. Et d'aller dans des cryptos un petit peu obscurs que les gens connaissent pas, qui y a des promesses de gains incroyables, ça demeure un investissement très risqué. Et quand on a beaucoup de risques, on a beaucoup de rendement possible. Donc beaucoup de rendement, mais on peut tout perdre aussi. Donc faut être très vigilant, pas faire confiance à n'importe qui. Si on est là-dessus, bien comprendre ce qu'on fait, gérer nos émotions, comprendre que c'est pas un gage de succès même si on fait ces choses-là, et demeurer toujours dans l'idée qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Donc, si vous voulez avoir 5% de votre portefeuille en crypto parce que vous voulez vous amuser là-dedans, c'est une chose, mais les gens qui vont être 80-90% dans de la crypto, il y a beaucoup de risques associés à ça, comme il y aurait beaucoup de risques d'être dans une seule action qu'on détient pour l'ensemble de nos placements. Finalement, ça ressemble énormément à des actions. C'est au niveau de la gestion. C'est juste que c'est plus complexe comme mécanisme. Dans le fond, ça dépend pas nécessairement d'état financier. Donc, les gens qui connaissent bien les actions traditionnelles vont pas nécessairement bien connaître la crypto et vice-versa. Donc, faut pas penser que c'est tout pareil. Il faut comprendre le produit. Il faut comprendre c'est quoi une action. Il faut comprendre c'est quoi la crypto-monnaie. Il faut comprendre c'est quoi une obligation, un certificat de placement garanti. Il faut comprendre la différence, puis comment ça opère, puis comment ça bouge dans le marché. Étudier un peu ça, ou sinon, on fait confiance à quelqu'un, mais là, il faut s'assurer qu'on fait confiance à des gens qui sont recommandables. Oui, qui connaissent ça. Pierre-Paul, on est déjà rendu au bout du segment. Mon cher, on va donner les coordonnées pour vous rejoindre. Oui, les gens peuvent nous rejoindre au 1-844-LACASSE. Ils peuvent nous écrire au info@commercial-lacassesyndic.com. Ils peuvent aussi nous écrire sur notre Facebook, notre LinkedIn ou aller sur notre site Internet, Lacasse et Associés. Encore une fois, ce fut extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Pierre-Paul, d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. Merci, Denis.